Bonsoir, bienvenue dans notre émission Racontase littéraire. Et puis, je suis heureuse d'être avec vous ce soir en compagnie de ma charmante Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, pardon, et bonsoir tous et toutes. Et oui, ravie de vous retrouver pour partager un nouvel épisode de Racontase littéraire. Alors ce soir, nous avons comme invité une dame. Oui. Une dame qui fait son entrée quand même dans le monde littéraire. Oui. Voilà, donc en la personne de Claire Laurent. Bonsoir. Bonsoir Kelly, bonsoir Koulsoum. Bonsoir Claire. Alors Claire, elle est à son 4e roman. Ce soir, nous allons parler de D'ici et d'ailleurs qui a été publié en 2024. Voilà, ici présent. Voilà. Mais elle avait déjà écrit en 2010 Les Brisants de Savannah, en 2017 L'Allée des Cèdres. Et qui a reçu d'ailleurs lauréate, l'Allée des Cèdres, lauréate en 2007 de la revue Saint-Ambroise. Non, c'est Les Brisants. C'est une nouvelle. Non, c'est une nouvelle Ploc. Ouais. Voilà, la nouvelle Ploc. Ouais. Et en 2018, le premier prix concours de la correspondance de Zinfo 974. Voilà, donc... donc elle est déjà bien assise dans ce paysage littéraire rayonnaise. Et là, elle nous revient avec un recueil de 12 nouvelles. 12 nouvelles qui, comme son titre le dit, parlent d'ici et de nulle part ailleurs. Alors, tout d'abord, pourquoi le choix de ce titre pour ce recueil de nouvelles ? Oui. Alors, d'ici, c'est parce que je revendique en fait le fait d'être d'ici et de nulle part ailleurs, donc pas de là-bas, c'est-à-dire même si je suis arrivée de métropole il y a très longtemps, j'ai pas vraiment d'attache en métropole et maintenant ma vie elle est ici à La Réunion. Je suis là depuis 50 ans. Plus de 50 ans. Oui. Donc voilà, je suis ancrée ici, comme je le dis dans une des nouvelles. Et ouais, c'est important pour moi de me revendiquer d'ici. Réunionnaise en fait. D'accord, donc c'était important pour vous en fait de vous revendiquer créole finalement. Enfin peut-être pas créole mais au moins réunionnaise. Mais en tout cas réunionnaise. Ouais. Donc est-ce que vous diriez que vous définissez une nouvelle forme de réunionalité? Oui, une identité en fait. D'accord. Réunionnaise, ouais. Bien sûr. Et donc la première nouvelle, Là-bas à mon enfance. Donc voilà, ça met vraiment déjà la distance. Hein. Oui. Ça, c'est resté là-bas. Oui, c'est ça. En fait, c'est une opposition dans tout le recueil entre ici et là-bas. Ouais, d'accord. Sûr. Et donc là, on est dans la région de Orly. On a cette jeune étudiante, comme beaucoup de nos jeunes étudiants qui partent étudier en métropole. Et puis, bon, voilà, un jour, à 18 ans, elle doit traverser un terrain vague pour... rentrer chez elle et voilà, arrive donc cette agression et bon, on va pas raconter la fin, mais c'est quand même violent, ça démarre quand même sur une nouvelle assez violente. Déjà le fait de partir d'ici où on a vécu, enfin je pense que je suis pas la seule, on a vécu toute son enfance, son adolescence et brutalement de se retrouver parachuté là-bas à Paris où on connaît personne, on est tout seul dans une chambre. Bien sûr. C'est difficile déjà de s'habituer. En plus à l'époque c'était pas comme aujourd'hui, il y avait pas l'internet, il y avait pas tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. C'était encore le téléphone qui coûtait cher, donc voilà. Donc déjà ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu comme assez violent. Oui. Et voilà. Et du coup après, l'agression, je trouvais que ça montrait bien aussi que on est un peu perdu, un peu désemparé. On n'est pas méfiant non plus. Non. Je pense que beaucoup d'étudiants d'ici qui partent en métropole sont naïfs en fait quand ils arrivent là-bas. Naïveté. Ça c'est incontournable, je pense. C'est arrivé à mon fils aussi d'avoir des problèmes parce qu'il était trop naïf. On fait confiance facilement parce qu'ici à La Réunion, ça se passe bien. Mais voilà, on arrive en territoire inconnu et on est un peu naïf. Oui. C'est certain. Alors, justement, en lisant, donc en parcourant ces petites nouvelles, on a l'impression, en fait, que vous nous proposez des chroniques du quotidien concernant. Donc, voilà, c'était important pour vous de nous proposer un panel très éparse, très varié de cette société réunionnaise dans laquelle...
J'aime bien observer, j'aime bien essayer d'analyser un petit peu. Et puis, je pense que j'aime bien aussi quand le lecteur, il lit quelque chose, en fait, que ça le fasse réfléchir aussi à tout ça, quoi. Même qu'il se pose la question, est-ce que je suis d'ici ou pas? Qu'est-ce qui fait que je suis d'ici? Il y a un certain nombre de choses qui font qu'on est d'ici. Ou d'un autre endroit, d'ailleurs, aussi. Ouais. Et donc, le deuxième recueil, vous vous attaquez directement à un phénomène qui, chez nous, est vraiment ample, c'est la dengue. Oui, cette maladie qui nous arrive par les moustiques. Ouais. Et donc là... Et là, il y a du vécu. Il y a du vécu. Oui. Et l'histoire de Doliprane, j'ai bien aimé parce que c'est vrai que prescription, c'est toujours Doliprane. Exactement. Ouais, je pense que tous ceux qui ont eu la dengue, en fait, se reconnaîtront dans cette nouvelle, ressentiront ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, ouais. Ah ouais. Ça plombe. Oui, ça plombe. C'était plombé, ouais. Ça plombe la dengue, oui. Alors justement, pour revenir à ces chroniques en fait qui font partie de cette société réunionnaise, il y a la nouvelle qui s'appelle Le jeune professeur qui a attiré mon attention. Donc parce que tout simplement il y a en fait dans le corps professoral donc beaucoup de professeurs qui viennent d'ailleurs justement et qui deviennent des gens d'ici comme vous le dites. Donc pour vous être un qu'est-ce que le fait d'enseigner en fait sur cette île, vous pensez que dans la carrière d'un professeur, ça apporte quoi finalement? Qu'est-ce que ça peut lui apporter qu'on ne retrouve pas finalement dans l'Hexagone? Tout à l'heure, vous nous parlez d'identité, l'identité de quelqu'un. C'est un changement fondamental. Et puis, moi, je pensais, quand j'ai écrit cette nouvelle, je pensais surtout à mes parents qui sont venus. Donc, moi, j'étais petite, mes parents sont venus pour enseigner en fait au tampon. Et ça a bouleversé notre vie, en fait, parce que la vie n'a plus du tout été la même. Et on a trouvé, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. On était au soleil tout le temps, dehors tout le temps, on n'avait pas d'habits, des manteaux, des choses comme ça. Je trouve aussi que c'était plus facile aussi parce que mes parents avaient plus de moyens financiers qu'on en avait quand on était en métropole. Donc, pour moi, c'était vraiment un espèce d'âge d'or, en fait, toute cette enfance et cette adolescence que j'ai passée au tampon. Et beaucoup de professeurs sont venus pour enseigner et puis finalement sont restés. Oui. Et ont fait leur vie ici et puis leurs enfants sont nés ici et puis voilà, après comme moi, ils sont restés aussi. Et moi, j'ai encore beaucoup d'amis que je me suis fait à l'époque où j'étais au lycée Roland-Garros. À l'époque, on commençait à la 6e. Et ils sont donc dispatchés un peu sur toute l'île. Ils sont restés, leurs enfants sont nés ici et ils partiront pas. Ils sont d'ici aussi comme moi, en fait. Oui. Et donc, dans cette nouvelle-là, vous y allez fort, parce que cette gamine qui se fait traiter de cachet d'aspirine... c'était pas toujours facile aussi non plus par moment. Ouais. On se faisait, et surtout, écrit dehors aussi, les oreilles dehors. Oui, il y avait ça aussi marqué sur les murs parfois. Ouais. Et la dernière fois, je me suis fait la réflexion parce que au port, là, quand vous rentrez après le McDonald's, vous voyez sur les immeubles, là, c'est marqué maintenant colon dehors. Ce n'est plus marqué oreilles dehors. Ouais. Je me suis dit, tiens, la question identitaire, le rapport, change. Le temps change. Et c'était... moi, je me suis dit, tiens... Ouais, c'était quelque chose qui me marquait, quand on nous traitait de cachet d'aspirine parce qu'on était trop blanche, en fait. Et puis, quand on a le soleil, on bronzait pas, moi, je rougis plutôt. Poiqué. On peut poiquer, Voilà, mais c'était pas traumatisant non plus, on va dire, mais c'est vrai que on s'y attendait pas, en fait. On n'avait jamais vécu ça avant, en fait. Même ces histoires de couleur de peau, en fait, on n'avait jamais été confronté à ça, en fait. Et puis, cette anecdote par rapport au nom de famille qu'on ne prononce pas, le fameux T de Paillet, Paillette, c'est vrai qu'à La Réunion, on dit Paillette, et c'est vrai que l'effet inverse, quand on va en métropole, dans l'Hexagone, c'est vrai que les gens vont prononcer Paillet. Oui, Paillet. Et ils ne vont pas dire Paillette. Et c'est vrai que dans les... nous, ça nous fait bizarre, au niveau de la sonorité, pour un créole, je dis non. Ils appellent Paillet. Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas du tout concernés. C'est vrai. Et donc, c'est la troisième nouvelle, le petit Calvin. Le petit Calvin, c'est l'arrivée d'Alexandre, et c'est en 1974. Donc, c'est quand même dans une réunion... dans une réunion qui commence à changer de visage. Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivée à La Réunion en 72
Et ouais, ça a changé. En plus, ça a changé très vite. Très vite. Oui, alors c'est ce que tout le monde dit. Ouais, ça a changé très vite. L'évolution, enfin. Ouais. Nous, on est restés là, donc on a vu ce changement très vite. Mais les gens qui sont partis et revenus, à chaque fois, ils nous montraient en fait des choses qui avaient beaucoup changé. Et, enfin, nous, on le voyait plus puisqu'on était là, on voyait ça tous les jours, mais ça a changé très vite. En 72 ou en 74, il y avait encore, il y avait pas d'autoroute, il y avait pas la route de Tamarin, tout ça. On prenait la route. Moi, je me souviens, on habitait au Tampon, on allait prendre des cours de piano aux Avirons. On avait l'autoroute Tampon-Saint-Pierre. Et puis après, on avait la petite route pour aller à Saint-Louis, la petite route pour aller aux Avirons. Il y avait les charrettes de Cannes qu'on doublait quand on y arrivait, sinon on suivait la charrette de Cannes. Voilà, et on traversait Étang-Salé-Léo, où j'ai habité après pendant 25 ans. C'était pas du tout comme ça, c'était vraiment juste une ligne droite perdue. Alors, maintenant, là, la dernière fois que je suis passée pour l'Odyssea à Étang-Salé-Léo, qu'est-ce que ça a changé, c'est méconnaissable. Ouais. Voilà. Et donc, ça fait un peu référence à cela, puisque vous parlez de la CDR. Oui. Donc de ces logements, de ces logements sociaux qui sortent de terre comme des champignons et qui vont changer la vie, qui vont changer. J'allais à l'école de la SIDR, c'était pas mixte non plus, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. C'était. Oui, ça c'était. Mais c'est des bons souvenirs, tout ça. C'était des bons souvenirs, oui. Et justement, dans ces regards que vous proposez sur la Réunion, bien évidemment, il y a des choses positives, le soleil, la mixité, mais il y a aussi donc le problème de l'alcoolisme aussi que vous abordez donc dans votre nouvelle qui s'appelle Bouteille vide. Et oui, et donc ça, il faut pas oublier qu'on est quand même un département qui est fortement touché par l'alcoolisme et ce problème-là, engendre aussi d'autres problèmes au sein des familles. C'était important pour vous aussi de casser un peu cette image d'Épinal, de la Réunion et d'être au plus près. C'est ça. Il y a des gens qui arrivent aussi à la Réunion en croyant arriver dans un Eldorado et puis ça se passe pas forcément comme ils l'avaient prévu. Et parfois, ça peut mal tourner, en fait. C'est pas, il suffit pas juste d'arriver ici. Il y a des choses à faire quand on arrive ici. Il y a une attitude à avoir aussi. Et puis, parfois, ça vous faites bien de le souligner. Une attitude à avoir. Non, mais vraiment. Non, mais oui, parce que, il y a des gens qui, quand ils arrivent à La Réunion, comme vous dites, c'est l'Eldorado, ça fait partie. On croit que tout va être facile, mais voilà, exactement. Et puis après, finalement, c'est une terre inconnue. Il faut s'habituer. Il faut apprendre à connaître. Ça, c'est important. D'ailleurs, à propos, ce week-end, j'ai goûté 2 fruits que j'avais encore jamais vus. Alors, les cerises côtelées. Ah oui, d'accord. J'avais jamais goûté ça. J'avais jamais vu. Tu vois, j'ai jamais goûté ça. Et les jamalac. Oui, jamalac. Ouais, jamalac, c'est un peu plus connu. Mais c'est vrai, les cerises côtelées. On n'en voit pas les fruits de l'île de la Réunion, enfin les fruits les anciens qu'on a l'habitude ne se vendent très rarement sur j'en ai jamais vu en vente sur les marchés. D'ailleurs, moi, j'ai acheté la dernière fois un corosol. Il était tellement dur. Oui. Il était tellement dur que je ne suis pas arrivée à le faire mûrir. Mais ça fait partie, tu vois, des fruits longtemps. Et donc, on en trouve très rarement. Et surtout, qu'on puisse utiliser tout de suite. Parce qu'ils périssent vite. Alors, vous parlez aussi, dans la nouvelle numéro 5, de la savate de doigts. Parce que ça, c'est emblématique de la Réunion. On ne peut pas passer la Réunion sans la savate de doigts. Et donc, là, on a cette transmission avec, entre ce pêcheur, ce vieux grand Moon, Jean Eudes, et ce petit garçon. Son petit-fils. Voilà, et son petit-fils. Et donc, c'est une histoire qui est assez fluide. Parce qu'on suit... C'est une balade. On suit en fait en même temps qu'ils se baladent. Les deux enfants, là, on se balade avec aussi. C'est très agréable. Alors, il nous reste à peu près 5-6 minutes avant la fin. Voilà. Donc, on vous a demandé, parce qu'après on pourra revenir encore sur ce que vous avez écrit, mais on vous a demandé de nous emmener un objet qui vous caractérise. Alors, j'ai amené ça. Un morceau de puzzle. En fait, je suis fan de puzzle. J'adore faire ça. Je passe du temps. Et depuis vous êtes super patiente alors. Et depuis toute petite, en fait, quand j'étais petite, en fait, chez nous à la Cité Lacée, où on habitait au Tampon, on avait une pièce qui était réservée à ça. Avec mon père et mes sœurs, on allait pour se détendre, en fait, pour se vider la tête, faire du puzzle. Et j'ai toujours gardé cette habitude, et mes sœurs aussi. Et ça vous détend vraiment, ça vous crispe j'adore. Je passe mon temps, en fait, quand je fais ça, je suis concentrée sur les motifs, les couleurs, et les différentes teintes, les différents tons.
et j'oublie tout le reste. Alors, je peux rester des heures et des heures à observer juste des couleurs, des formes, des motifs et à distinguer en fait. Et alors des fois je vois des pearls de 2000 pièces. Comment est-ce qu'on fait ça? 2000 pièces. Mais vous prenez beaucoup de temps. Enfin, ça, oui. Voilà, c'est installé dans ma véranda et puis quand je rentre de l'école par exemple, je me mets un petit peu, ça me détend, ça me relaxe. Je fais le puzzle. Après, je vais faire mon boulot. Mais en fait, j'ai hâte de finir mon boulot pour retourner faire le puzzle. Par contre, je peux pas le faire le soir. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne lumière et tout. Donc, c'est dans ma véranda, c'est très éclairé. Et j'adore ça. Eh ben, je pense à rien d'autre. C'est très zen, donc, en fait. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces pièces? De 2000 pièces que j'ai fait, là, je l'ai replié. Et je l'ai remis dans la boîte. Et je vais m'en acheter un autre. Mais non. Mais c'est ça, c'est de l'art entre guillemets, mais c'est éphémère. C'est quelque chose d'éphémère. C'est très éphémère. Je peux passer un mois et demi, 2 mois à le faire. Et après, on casse la tête. Et puis après, finalement, on casse tout, on remet dans la boîte. Oui, parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas de le finir ou de le faire, c'est d'être dedans à le faire. C'est ça qui est... Et est-ce que vous revenez après dessus? Est-ce que ça vous arrive de vous dire plus tard, je vais refaire celui-là ou bon. Ça peut m'arriver quand j'en ai plus et que j'ai envie d'en faire. Si j'en trouve pas en magasin, par exemple, je vais en reprendre un. Et donc là, ça va vachement plus vite. Hein. Pas forcément. Bon. Je me suis dit forcément. Ça va être tout. Pas forcément. 2000 pièces, c'est rien. Et là, le dernier que j'ai fait, c'est une copine qui m'avait donné la boîte. Et à la fin, quand j'ai tout fini, il manquait deux pièces. Mais c'est pas grave, de toute façon, après, je replie tout. Ça va dans la boîte. Ça retourne dans la boîte. En fait, c'est vraiment thérapeutique sur l'instant. Le chemin, en fait, c'est quand t'es dedans, là, c'est le plaisir, il est là, en fait. Oui, un jour, vous allez tous les ramasser, puis faire une expo. Parce que là, c'est waouh. Non, mais ça me Non, je pensais pas une expo, je pensais aller revendre pour s'en racheter d'autres. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, par contre, je regarde de temps en temps, s'il y en a à vendre d'occasion. Faire une brocante pour en avoir d'autres des neufs. Pour pouvoir se racheter d'autres, parce que j'imagine quand même que c'est un budget aussi. Oui, c'est un budget. Donc, entre le puzzle et l'écriture et la lecture. Alors, à quel moment vous écrivez, vous lisez? J'écris plutôt le matin. Je lis tous les soirs, sans exception. Je lis beaucoup l'après-midi aussi, quand j'ai du temps libre, je lis beaucoup. Et j'écris plutôt le matin. Ah, d'accord. Je me lève très tôt. Ah oui, très tôt. Vers 6h, et là, j'écris, C'est quelque chose des gens qui n'ont pas d'enfants parce que... Oui, voilà. J'en ai un. Il est grand maintenant. Il est grand. Voilà. On est bien d'accord. C'est ce que j'allais dire. Il faut quand même... voilà. D'ailleurs, dans le livre, là... c'est pas possible. D'ailleurs, là, à la fin, je lui fais un remerciement en lui disant merci pour ta patience et toutes les fois où tu es venue me déranger, où je t'ai dit non, je suis occupée. Et oui, parce qu'on en est toutes là. Mais parce qu'il y a une nouvelle qui s'appelle l'insomnie ou en théorie ou je sais en théorie, l'insomnie. Non, je n'écris pas la nuit, j'ai pas d'insomnie, je dors bien, je me couche tôt, je me lève très tôt. Et là et ensuite vous écrivez. Bon, écoutez, il nous reste deux petites minutes pour voir vos prochaines actualités, et puis après, pour ceux là, je travaille sur un roman maintenant, qui est en cours de réécriture, donc je l'ai déjà fini, je suis en train de réécrire. Roman ou nouvelle? Un roman. Un roman, d'accord. Est-ce que vous avez pris des personnages là pour développer? Non, on me l'a dit assez souvent, surtout sur la première nouvelle. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu ne prendrais pas, parce qu'on voudrait savoir la suite un petit peu. Alors je dis je pourrais aussi, mais bon. Non, là c'est parti sur un autre sujet complètement différent. Et donc il sera en sortie bientôt? Alors là je sais pas encore, pour l'instant je suis encore en recherche d'éditeur. D'accord. Très bien, donc c'est encore dans les bacs alors, dans les bacs finalisés. On leur dit encore. Là-dessus, on vous dit au revoir, on vous dit bonne fête, et puis nous avec Kelly, on vous retrouve donc normalement l'année prochaine. Normalement. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup Claire Laurent pour ce moment. Fête aussi à vous. Merci et merci Koulsoum. Et nous, on se retrouve donc l'année prochaine, en 2025. Bon, même si l'horaire de diffusion ne correspondra pas, c'est pas grave. Juste avant de nous quitter, j'aimerais quand même faire un petit rappel. Il y a donc une sortie au cinéma d'un film 100% réunionnais, producteur réunionnais. Il faut aller le voir. Marmaille, allez le voir.
justement. C'est un super film avec une production locale et c'est génial. Allez-y. Et puis, ça peut faire un super cadeau de Noël, une petite sortie au cinéma. Voilà, je vous embrasse. Passez de bonnes fêtes et nous retrouve l'année prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.